Quand j'ai terminé mes études de médecine il y a plus d'1 an, je me suis posé la question la plus importante une fois diplômé. Bon, maintenant, je fais quoi? Parce que le monde de la médecine est assez obscur. Si on demande aux gens dans la rue ce que peut faire un médecin, on n'entend parler que des hôpitaux et des cabinets. Et même si tu fais partie des rares étudiants en médecine, t'as pas une plus grande idée des possibilités qui s'offrent à toi. Pendant le cursus, t'es soit à l'hôpital, soit à la laverie de l'hôpital pour récupérer une blouse tachée et trouée. Si t'es chanceux, tu peux passer dans un cabinet libéral de ville, voire une clinique, mais c'est assez rare. Et pendant les cours, tes profs viennent quasi exclusivement de l'hôpital, alors c'est l'unique vision du monde médical qui t'est proposée. Mais le problème, c'est que, l'hôpital, c'est pas trop mon truc. Et surtout pas une fois que tu as vraiment mis les pieds dedans. Ou plutôt, c'est l'hôpital qui met les pieds dans toi à grands coups de chassé dans ta grande gueule de victime. Je suis désolé, je te laisse parce que je suis en tournage. Ça va? Au revoir. T'es tiraillé entre les maladies, l'administratif ultra étouffant qui te coûte au minimum 70% de ta journée, la fatigue, les gardes, la hiérarchie, l'enseignement, la pression et les patients en colère qui se demandent à juste titre pourquoi le service est aussi mauvais alors qu'ils se font casser les genoux par les impôts. Alors je comprends qu'il y ait de plus en plus d'externes et d'internes qui deviennent fous ou au moins déprimés. Et en tant que généraliste, j'aurais pu m'installer sagement dans mon propre cabinet. Mais dès l'internat, j'ai compris que ce n'était pas mon délire non plus. J'ai détesté cette routine. L'administratif est encore plus lourd, les journées sont assez répétitives et surtout j'ai de nouveaux freins à ma liberté avec les charges, l'installation et la relation conflictuelle avec la sécu. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Je venais donc de détruire les deux seules solutions connues pour un nouveau médecin. Pas d'hôpital classique, pas de libéral classique. Alors pour commencer, je me suis tourné vers deux alternatives. Les vacations et les téléconsultations. Les deux en même temps. Dans la première, je me suis rattaché à une structure de soins non programmés. C'est une sorte de mini-clinique sans lit d'hospitalisation où les gens viennent sans rendez-vous pour des problèmes aigus. Ça répond aux critères de liberté et de diversité puisque je n'ai pas d'horaire fixe. Il y a des cases dans le planning et c'est moi qui décide quand je bosse. Tu peux aussi bien faire 7 jours par semaine qu'un seul jour et tu peux même décider de ne pas venir pendant 1 mois. C'est ce qui m'a permis de voyager en Asie sur un coup de tête. Et pour la diversité, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Aussi bien le renouvellement d'ordonnance ou la grippe que la douleur thoracique, la fracture, l'abcès ou la suture. La deuxième alternative, c'est les téléconsultations qui remplissent plutôt le critère de liberté. Je peux bosser d'où je veux et je décide de mon emploi du temps. Donc j'ai vécu comme ça depuis la fin de mes études et j'ai eu une vie plutôt sympathique. J'ai pu avoir du temps pour moi, pour ma famille et aussi pour cette chaîne YouTube qui est mon business passion en parallèle de la médecine. J'ai même créé 2 programmes, un sur la mémorisation, un sur l'organisation et la productivité. Et j'ai lancé un accompagnement personnalisé où j'aide les élèves à performer dans leurs études en ayant une vie à côté. Sans compter toutes les vidéos sorties, on peut dire que j'ai fait une grosse année 2024. Mais après 1 an, la question se pose à nouveau. Bon, maintenant, je fais quoi? Mais cette fois, c'est différent. Alors qu'en sortant des études, j'étais paralysé par le manque de choix, aujourd'hui, je me sens débordé par toutes les possibilités. Et j'ai donc posé un moment ma blouse et j'ai réfléchi. J'ai aussi rencontré des personnes avec des parcours inspirant et je me suis engouffré dans le terrier de lapin infini de tout ce qui est possible de faire une fois médecin. Alors je vais te partager quelques-unes de mes trouvailles et n'hésite pas à me dire si ce format te plaît, on verra si on fera des suites. Mais évidemment, je suis généraliste, pas neurologue, pas chirurgien, ni pharmacien, ni dentiste. Je ne fais pas de pub pour ma spécialité, c'est juste que j'ai aucune idée de ce qui est possible avec le reste, uniquement parce que je me suis pas intéressé et non pas parce que je pense qu'elle est meilleure. Allez, on commence par le plus basique, le médecin Yes Life. En exerçant à La Réunion, j'ai pu croiser pas mal de ces spécimens et ils ont souvent le même profil. C'est des gens qui sortent la carte du monde pour pointer une destination hasardeuse et s'y rendre quelques mois et ils sauraient tout ce qu'il y a de touristique à faire dans le coin. Peux-tu demander à la carte le chemin le plus rapide pour se rendre à la baie des Sirènes? Ils sont jeunes et toujours chauds pour n'importe quelle sortie. Quand tu parles avec eux, ils étaient en métropole il y a 2 mois, puis en Guyane le mois dernier avant de passer par la Polynésie. Ils font soit des remplacements dans des cabinets libéraux, soit dans les centres de soins non programmés ou même aux urgences. Ça bosse 2 à 3 jours par semaine et le reste du temps, ils font de la plongée, des randos, où ils font exploser la demande de latte matcha du territoire. Et une fois qu'ils ont bien essoré la zone, ils partent vers de nouvelles aventures. L'avantage, c'est que tu es souvent logé par la structure qui t'emploie. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive régulièrement. Tu peux même te faire payer les billets d'avion. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas une armée de médecins Yes Life qui combine ça avec un compte Insta ou une chaîne YouTube centrée sur le voyage. Tu bosses, tu kiffes, tu crées du contenu et tu peux même en faire un revenu complémentaire. Le seul point négatif, c'est qu'il faut être assez mobile et peu sensible à l'éloignement. Et puis tu sais jamais vraiment où tu seras le mois prochain. Mais c'est un bon combo, surtout si tu combines ça avec les téléconsultations. Et si tu préfères le voyage à la destination, tu peux tester le médecin volant. J'en ai rencontré
tourné un dans une salle de sport et j'en avais parlé en story à l'époque. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour du contenu plus détente. Il devait avoir la cinquantaine, il avait fermé son cabinet de médecine générale parce qu'il se faisait exploser par les charges pour faire des remplacements à droite à gauche en France et des missions de transport pour des compagnies d'assurance. Tu sais, quand un touriste ou un Français doit être rapatrié dans son pays pour des raisons médicales, eh ben, t'es le médecin qui l'accompagne et il faut être assez déterminé. Parce que tu dois vivre proche d'un aéroport dédié et toujours avoir une valise prête au cas où. Ensuite, ça fonctionne sur un système d'astreinte et on peut t'appeler du jour au lendemain pour partir en voyage. Tu t'occupes du patient en transit et t'es capable de gérer en cas de problème. Par contre, aucune idée des procédures de recrutement. Mais c'était bien un généraliste qui m'avait proposé de le faire. Pas mon délire, mais j'en parle quand même avant de passer au plus concret avec la médecine hyperbare. J'ai découvert ça totalement par hasard. On m'en avait jamais parlé pendant mes études alors qu'ils sont présents dans certains hôpitaux. C'est une discipline médicale qui utilise l'oxygénothérapie hyperbare pour traiter des troubles médicaux. Concrètement, c'est l'administration d'oxygène pur à un patient placé dans un caisson hyperbare sous une pression supérieure à la pression atmosphérique normale. Bon, quand on pense hyperbare, on pense plongée sous-marine et accident de plongée. Mais la médecine hyperbare, c'est aussi améliorer la cicatrisation ou lutter contre certaines maladies infectieuses en boostant l'oxygénation des tissus ou pour les intoxications au monoxyde de carbone. C'est sûr que c'est plus posé que le médecin Yes Life ou même le médecin volant, mais c'est un bon moyen de partir sur un autre domaine quand tu veux changer de pratique en tant que médecin. Surtout qu'il y a des applications en médecine esthétique et anti-âge, mais aussi dans la régénération des sportifs. Et c'est le prochain sujet. La médecine du sport passe par une formation supplémentaire et t'ouvre des dizaines de portes. Tu peux t'installer en tant que médecin du sport et gérer les pathologies liées à ces activités chez n'importe qui. Ça te fait faire des échos, des infiltrations et pas mal bosser avec les kinés. Mais tu peux aussi te spécialiser dans le suivi des sportifs de haut niveau et même devenir référent dans les fédérations. On voit régulièrement passer des annonces pour l'encadrement médical de courses ou de compétitions. Et là, tu as autant de choix que de sports. Tu peux tourner sur les compétitions d'équitation d'ados, comme sur les marathons, les trails, le surf et bien entendu les sports de combat. Je connais d'ailleurs un médecin spécialisé en gros coups de tibia dans tes côtes et qui alterne entre SOS, entraînement, prise en charge des combattants et camp de combat en Thaïlande. Ce médecin, c'est le Dr Morgan Aldo. Il a une chaîne YouTube et il a bien voulu répondre à mes questions depuis son camp de combattants en Thaïlande. Alors Morgan, pourquoi t'es parti sur la médecine du sport et encore plus niche sur les combattants de MMA? C'est un truc que t'aimais déjà ou c'est un peu le hasard? En fait, moi j'ai fait de la médecine du sport parce que je suis moi-même sportif depuis plus ou moins toujours. Ça fait 10 ans que je fais de la musculation et ça fait, je sais pas, peut-être 5 ans, un truc comme ça, que je fais de la boxe thaï. Et en fait, le fait de faire de la médecine du sport, ça me permettait de combiner l'utile à l'agréable et de pouvoir justement diversifier ma pratique. Puisque donc, moi j'ai une formation de médecine générale à la base que j'ai complété par une formation de médecine du sport. Donc pour avoir ce titre de médecine du sport et pour pouvoir faire de l'encadrement médical, et je me suis tourné vers le MMA parce que c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur médiatiquement. Il y a une hype, une espèce de mode autour de ça, et en fait je suis arrivé au bon moment. Il y avait une fédération qui était en train d'être structurée quand je suis arrivé. C'est ça qui m'a plu en fait, c'est de pouvoir faire partie d'une équipe naissante dans donc cette fédération de MMA. Comment t'as fait concrètement pour arriver là? T'as suivi une formation spécifique? T'as eu un mentor? T'as galéré au début? Et ben comment j'ai fait pour en arriver là? Donc déjà j'ai commencé par empocher mon titre de médecine du sport, de médecin du sport, en faisant ce qu'on appelle une capacité de médecine du sport. C'est en train de changer, mais schématiquement moi j'avais deux options, soit faire ce qu'on appelle une FST, ça veut dire la formation spécialisée transversale de médecine du sport, ou la capacité de médecine et biologie du sport. Et c'est cette deuxième option que j'ai faite parce qu'en fait elle me permettait de pouvoir travailler en tant que médecin, donc de correctement gagner ma vie, alors que dans la FST il y a une année supplémentaire d'internat. Donc moi je suis passé par la deuxième option parce que à Lyon en tout cas, je sais que c'est pas partout pareil, mais j'étais pas plus emballé que ça par les différents stages d'internat proposés. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix là. Malheureusement la capacité est en train d'être progressivement remplacée justement par cette FST, et il est même question, et je crois que c'est confirmé, que la médecine du sport soit une spécialité à part entière, c'est-à-dire qu'on pourra plus cumuler les activités en étant médecin généraliste et médecin du sport. Donc voilà comment j'ai fait, c'est d'abord j'ai eu mon titre de médecine du sport, et ensuite c'était très simple, j'ai directement contacté la Fédération française de MMA, et là c'est directement le médecin fédéral qui m'a répondu en mail et qui m'a donc contacté. On a eu un échange téléphonique, ça s'est super bien passé. Donc ce médecin fédéral, c'est donc Jean-Marc Sen qui m'a tout de suite accueilli. Donc en fait j'ai commencé par faire un événement de MMA, il y a les événements amateurs qui s'appelle MMA League, et à partir de là j'ai été entre guillemets embauché, ce qui m'a permis donc de vraiment travailler les fois d'après, puisque la première fois m'a permis de voir comment ça se passe. Et Jean-Marc Sen, oui, c'est Jean-Marc Sen, si je dois citer un nom dans la médecine du sport
notamment relative au MMA. Mon mentor, oui, c'est Jean-Marc Sen. Hein. À chaque événement, il nous apprend sa façon de travailler, sa vision de la médecine du sport, de l'encadrement sportif. Il nous partage ses années d'expérience. Ton taf au quotidien, ça ressemble à quoi? Tu passes plus de temps à soigner des blessures, à prévenir? Bon, évidemment, dans la médecine du sport, on peut aussi faire de la médecine du sport en cabinet, ce qui permet de faire, en fait, selon les différents gestes qu'on sait faire, les diplômes qu'on a, on peut faire des infiltrations, on peut faire de l'échographie, on peut faire de la mésothérapie, on peut même faire des actes d'ostéopathie, donc de manipulation pour soulager immédiatement des douleurs. Et ça, c'est dans le cadre d'une consultation. Dans l'encadrement médical sportif, et en l'occurrence du MMA, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est celui de ce qu'on appelle le pré-fight, donc avant le combat, qui vise donc à permettre aux combattants, enfin d'autoriser aux athlètes de combattre. Et en fait, pour ça, il y a 2 temps au sein du pré-fight. Le premier, c'est de vérifier des examens médicaux qui sont demandés. Donc, on leur demande un certificat médical donc de leur médecin. On leur demande un électrocardiogramme. On leur demande un fond d'œil fait par ophtalmologue, notamment pour éviter le décollement de rétine. Et puis, on leur demande une prise de sang avec hépatite B, hépatite C et VIH, ce qui permet donc d'éviter les accidents du sang avec la transmission de certaines pathologies. Et ensuite, on fait un examen médical donc pré-fight, dans lequel donc on les examine pour être sûr qu'ils n'aient pas, par exemple, une fracture ou quelque chose qui pourrait contre-indiquer le fait de combattre. Une fois qu'on a fait ça, ils peuvent combattre et là on arrive au deuxième temps, c'est celui du combat. Donc on est en bord de cage et en fait on a 2 missions. La première évidemment c'est d'être prêt à intervenir en cas de besoin, donc notamment dans ce sport typiquement en cas de KO ou en cas de soumission, donc une clé, un étranglement, etc. Ou en cas d'un TKO, ça veut dire un arrêt de l'arbitre par exemple pour une blessure. On a vu par exemple avec Benoît Saint-Denis la blessure à l'œil, en fait qu'on n'arrivait plus à voir l'œil, donc il a fallu rentrer pour pouvoir se prononcer. Et l'autre mission, c'est celle d'avoir un examen visuel. Ça veut dire que par exemple l'athlète va ramasser des middle kicks dans les côtes encore et encore et encore. Juste après l'entraînement, quand on va le voir, je vais y venir dans le 3e temps qui est donc le post-fight après le combat. Donc on les examine et après directement en post-fight, des fois à cause de l'adrénaline, ils sentent pas la douleur. Donc là notre objectif c'est justement de conduire un examen médical évidemment standardisé, on fait tout le temps la même chose pour être sûr de rien oublier, mais aussi orienté en fonction de ce qu'on a vu. Par exemple, un combattant qui n'aura pas reçu de KO mais qui aura reçu beaucoup de coups au visage, on lui fera forcément un examen neurologique pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose sur lequel on soit passé. Donc c'est vraiment important ce moment où on va voir ce qui se passe. Pareil, moi je sais pas, je vois par exemple il y a une clé qui passe pas, voilà, il y a une clé, je sais pas, une clé de bras qui passe pas ou une clé de genou, j'en sais rien. Je vais quand même examiner, faire un examen ligamentaire, par exemple du coude, par exemple du genou, de la cheville, etc. après coup. Et le 3e temps du coup, comme j'ai dit, c'est le post-fight après l'examen dans lequel on revoit systématiquement tous les combattants justement pour pouvoir soit s'assurer que ça va bien, soit faire le diagnostic clinique correct des différentes lésions qu'il peut y avoir et le cas échéant, rediriger vers un autre médecin, rediriger aux urgences, prescrire des examens complémentaires et voilà, faire ce suivi-là. Quelle est la blessure ou la situation la plus incroyable que tu as dû gérer avec les combattants? Genre un truc où tu t'es dit ok, j'avais pas signé pour ça. Alors, il n'y a pas un moment où je me suis dit j'ai pas signé pour ça puisque j'ai signé pour ça. C'est-à-dire que quand on va en médecine du sport, en MMA, on sait qu'il va y avoir de la casse. C'est le principe même du sport. Donc on est prêt à tout. Les combattants sont prêts à tout et nous aussi. Donc typiquement, dans les lésions qui sont assez impressionnantes, très douloureuse pour l'athlète, tout ce qui est luxation. Donc par exemple, luxation du coude. Une luxation du coude, on voit le coude qui sort, c'est toujours un peu impressionnant, très douloureux pour le sportif. On a eu des luxations, des métacarpes, luxation d'épaule, on a eu des fractures. Voilà, c'est des choses qu'on apprend à gérer sur place. Si un étudiant veut suivre ton chemin, il doit faire quoi? Et surtout, il évite quelles erreurs? Pour éviter de faire des erreurs, il faut savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est une vérité générale dans la vie. Donc on a un but, il faut découper en étapes. Je reprends mon exemple avec la médecine du sport. Donc déjà, je savais que je voulais faire de l'encadrement médical de compétition, avec une appétence particulière pour les sports de combat puisque je les pratique. La Fédération française de MMA m'a attiré, notamment par son organisation, le fait qu'il y ait une bonne organisation et un contexte de sécurité pour le médecin. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas tout seul à gérer des combattants dans un énorme bordel. Non, tout est structuré, tout est bien cadré et ça c'est quelque chose qui est très sécurisant pour nous. Donc je savais que je voulais aller vers le MMA et je savais qu'il fallait que je fasse de la médecine du sport et à partir de là, il suffit de tracer. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire de la médecine du sport? Si jamais il y a l'internat de médecine du sport qui sort, faut faire le choix de médecine du sport à l'internat. Sinon, c'est faire le cursus médical si ça continue dans la médecine générale, en étant attentionné, par exemple, dans les stages d'urgence, à tout ce qui va concerner les blessures traumatologiques. Et on peut aussi faire des DU, les diplômes universitaires. Il y a, moi, à Lyon, j'ai fait le diplôme interuniversitaire de pathologie locomotrice liée à la pratique du sport. Et là, je l'ai complété avec le diplôme universitaire de traumatologie du sport à Paris. Ça, c'est quelque chose qui, en plus du titre, forcément, il faut avoir la compétence derrière. Et la compétence, donc, peut être
être complété justement par ces DU. Donc voilà les choses que je conseillerais. Et encore une fois, c'est bon, c'est après pour réussir quelque part dans une fédération, on est avec d'autres personnes, donc il faut aussi être humain, il faut savoir être humble. Faut pas arriver en se disant je connais tout. Moi en l'occurrence, j'ai été avec des médecins qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et en vrai c'est super, comme dans n'importe quel sport en fait, quand on est avec quelqu'un de meilleur que soi, on progresse plus vite que si nous-mêmes le meilleur. Donc il faut avoir une certaine humilité, comme dans tous les milieux, de toute façon c'est un milieu social, donc il faut être humain. Voilà. Et pareil avec les combattants, il faut accepter aussi le fait que, notamment en post-fight, on conduit un examen clinique immédiatement après le combat, ce qui est un temps qui n'est pas toujours optimal pour le sportif. Ça veut dire qu'on va le voir, soit quand lui il est pressé d'aller faire la fête pour célébrer une victoire, ou lorsqu'il est dégoûté parce que il a une défaite ou qu'il est un peu hagard, il a ramassé un KO, etc. Bon voilà, faut savoir gérer ça, et ça c'est une question de rapport humain. Mais bon, dans ce métier de toute façon, j'apprends rien à personne en disant que c'est une compétence essentielle à avoir. Voilà. Ouais voilà, après pour le contact, il faut contacter les fédérations. Donc si jamais on veut faire du cyclisme, une fédération de cyclisme, fédération de football, fédération de machin. Et puis quand on entre en rapport avec une première personne, après on va rencontrer d'autres personnes. Lui il est médecin de ci, lui il est médecin de ça, et à partir de là on a entre guillemets une espèce de carnet d'adresses, de contacts qui peuvent permettre un petit peu plus d'aiguiller. Et de toute façon c'est au fur et à mesure de la pratique aussi qu'on se rend compte j'aime bien ça et j'aime moins tel et tel aspect du métier. Voilà. Merci au Dr Aldo, je te rappelle que les liens de ses réseaux sont dans la description. Il prépare du contenu ultra intéressant et tu peux lui poser directement des questions. Nous, on passe à la médecine fonctionnelle. Si tu aimes les approches globales, ultra ciblées et basées sur des données concrètes, tu peux te former en médecine fonctionnelle et micronutrition. This is tiny bacon. Oh my god. L'idée, c'est d'aller au-delà du diagnostic et du traitement. Tu prends le patient dans sa globalité, tu explores tout son écosystème. Bilan biologique, santé mentale, digestion, hormones, sommeil, stress, environnement, alimentation, activité physique. Rien n'est laissé au hasard. Tu deviens un détective de la santé en cherchant les causes profondes des symptômes pour lui proposer une prise en charge ultra personnalisée et efficace sur le long terme. C'est un peu comme être le coach ultime, mais en version médicale. Tu écoutes, tu analyses, tu creuses dans les moindres détails pour optimiser son bien-être avec des recommandations précises basées sur les bilans complet. Et surtout, tu as les outils pour aller plus loin. Perspective d'examen, interprétation fine des résultats, conseils en supplémentation, ajustement alimentaire et optimisation du mode de vie. Bref, c'est une approche qui demande de la rigueur, une vision large et une curiosité sans fin. Ça demande aussi de sortir du système de la sécurité sociale, car tu ne peux pas passer autant de temps avec ton patient pour 30 € brut. Souvent, ce sont des médecins déconventionnés avec moins de patients et plus de temps de consultation. De toute manière, peu importe ce que tu décides de faire, ce sera souvent meilleur hors convention, aussi bien pour toi que pour tes patients. Donc si tu aimes comprendre le pourquoi du comment, enquêter et vraiment suivre profondément tes patients, c'est clairement une médecine qui a du sens, comme la médecine anti-âge. J'ai regroupé la médecine esthétique et anti-âge, même si c'est un peu différent. La médecine esthétique se concentre plus sur l'apparence et l'harmonie en corrigeant les signes visibles du vieillissement, des imperfections ou des déséquilibres esthétiques. C'est typiquement les injections de toxines botuliques, les lasers, mais aussi la mésothérapie, voire la cryolipolyse. L'objectif, c'est d'avoir des résultats rapides et visibles, sans chirurgie, mais avec des effets souvent temporaires. Alors que la médecine anti-âge se concentre plus sur la santé et la prévention pour retarder le vieillissement de l'organisme en optimisant la santé cellulaire, hormonale et métabolique. Le plus gros exemple connu, c'est Brian Johnson, et je te conseille vraiment son documentaire sur Netflix. On est plutôt sur des bilans biologiques poussés et des traitements hormonaux supervisés par toi. Mais ça rejoint aussi la médecine fonctionnelle avec des compléments en micronutrition et des modifications du mode de vie. L'objectif, c'est de travailler en profondeur sur la qualité de vie et la longévité avec des résultats sur le long terme. Dans les deux cas, on est sur un secteur très concurrentiel, mais en même temps en plein essor. Et je trouve que les médecins devraient beaucoup plus en emparer. Parce que pour répondre à cette demande immense, il y a plein d'alternatives non médicalisées et ça augmente le risque pour les patients. En tant que médecin, tu peux apporter tes compétences, ton sérieux et ta responsabilité. Alors il y a des places à aller chercher, aussi bien en France qu'à l'international. D'ailleurs, il faut qu'on parle un peu d'international. Il y a une énorme fuite des cerveaux en France sur toutes les activités, y compris la médecine. Si tu t'intègres dans les groupes de médecins expatriés, tu vois tous les jours des publications sur des questions ou des retours d'expérience. Et il y a même de plus en plus d'étudiants qui demandent des solutions pour faire un internat à l'étranger ou qui anticipent déjà leur départ des années avant d'être diplômés. Et il suffit de voyager un minimum pour t'en rendre compte. On dit que l'herbe est plus verte ailleurs, mais cette fois-ci c'est vraiment le cas. Tu peux croire que tu détestes la médecine après 5 ou 6 ans d'études, alors qu'en réalité tu détestes simplement la manière dont c'est fait ici. Et quand je vois mes confrères urgentistes mal payés qui passent plus de temps au téléphone à trouver des places pour leurs patients stabilisés qu'à faire leur cœur de métier, je comprends pourquoi ils bougent.
Idem pour mes confrères généralistes qui ouvrent leur cabinet loin d'ici. Et je comprends aussi les patients qui pètent un plomb et qui poussent des coups de gueule sur les réseaux après 10 heures d'attente aux urgences, assis entre la pauvre mamie Alzheimer qui hurle après s'être cassé son col et l'ivrogne plein d'urine ramassé pour la 15e fois par les pompiers parce qu'il montre son boule aux passants dans la rue. D'ailleurs, en parlant de réseau, ils servent à quoi en tant que médecin? Que tu sois médecin, étudiant en médecine ou dans n'importe quelle filière, partage ton foutu travail sur les réseaux. Tu n'imagines pas les bénéfices comme le kiff de partager ce que tu apprends, le fait d'avoir une communauté avec qui tu partages ton expérience et surtout avec qui tu peux interagir, les opportunités que ça t'apporte, toutes les compétences intéressantes que tu gagnes. Depuis que je suis actif en ligne, j'ai appris encore plus sur la productivité, la concentration et l'organisation grâce aux contraintes que j'ai dû m'imposer, les livres et contenus que j'ai dû dévorer en découvrant moi-même ou via les conseils des autres cervelles de la communauté. Mais j'ai aussi appris l'entrepreneuriat, le marketing, la création de contenu, le community management, le copywriting, des compétences qui me suivront toute la vie et qui ouvrent des centaines de possibilités encore, puisque tu peux ensuite combler la médecine et l'entrepreneuriat pour monter des structures passionnantes. Je pense au docteur Gilbert Boujaoudé qui a une chaîne YouTube et une clinique digitale, ou le docteur Anne Charon qui gère la martingale, sans parler du docteur Jimmy Mohamed. Alors vous le savez, j'aime pas le coca, mais j'ai trouvé quelqu'un qui aime encore moins le coca que moi. Ou de tous ceux qui ont des médias sur la santé. Concrètement, c'est pas le métier qui compte, mais ce que tu en fais. N'attends rien de ton taf, surtout si tu ne te sens pas bien dans sa présentation actuelle. J'en parle dans cette vidéo. Utilise-le comme un outil. Si tu aimes l'hôpital, fonce, c'est ta place. Mais si tu ne te reconnais pas dans les schémas de la médecine montrés pendant les études, arrête de te morfondre et crée ta place. T'as une chance énorme. Le diplôme de médecine te donne une sécurité. Il y aura toujours besoin de médecins. T'as le luxe de pouvoir prendre des risques, découvrir et te lancer dans d'autres activités. Et si tu te ramasses, tu peux revenir à une activité classique pour te lancer dans d'autres choses ensuite. Et c'est le cas pour toutes les compétences, tous les métiers. Dis-toi que j'ai à peine effleuré tout ce qui est possible dans cette vidéo. Kiné, dentiste, sage-femme, ingénieur, avocat, c'est à toi de créer le métier de tes rêves. Ce n'est pas ton métier, mais son utilisation qui est débile.